Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. On est ici dans les Vosges. Alors c'est vrai qu'avec d'un côté le froid et puis aussi la sécheresse, l'herbe s'engage relativement mal cette année puisqu'il y a eu des coupes inférieures de 50% au moins à la moyenne annuelle. Mais on peut espérer que tout cela s'arrange, d'autant plus que l'herbe peut permettre de retrouver de la marge dans les exploitations, dans les élevages. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Si vous êtes sujet au rhume des foins, sortez vos antihistaminiques, le Power Boost de cette semaine se passe au Salon de l'Herbe. C'est donc dans la commune de Poussey que nous sommes allés voir si l'herbe avait bien poussé. Et effectivement, un petit coup de tondeuse, ce n'était pas du luxe. Pour répondre à la question du jour, peut-on faire du blé avec de l'herbe? Et vous aurez compris qu'on ne parle pas ici de céréales, mais bien d'oseille. Nous avons interrogé une représentante de la Chambre d'agriculture des Vosges. Nous sommes également allés chez le constructeur Kuhn, mais aussi chez d'autres exposants un peu moins connus du grand public. Et puis évidemment on a croisé quelques-uns d'entre vous qui nous suivez chaque semaine. Et même si souvent dans les salons le temps nous presse à balles rondes, n'hésitez pas à venir quand même nous dire bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Enfin, pour rester dans l'ambiance, on vous fera également un petit résumé du salon des herbes à venir qui a eu lieu il y a 2 semaines. Alors préparez votre pique-nique, cette semaine on vous emmène déjeuner dans l'herbe, juste après les news. Encore une étape de franchie pour l'agriculture. Une start-up de co-farming s'est hissée parmi les 4 finalistes de la BFM Academy, il s'agit de WeFarmUp. Depuis plusieurs semaines, ce sont plus de 500 entrepreneurs qui ont participé au concours partout en France. Verdict le 19 juin où nous connaîtrons enfin le grand gagnant. Ce mercredi aux Pays-Bas ont été donnés les résultats du Valtra Design Challenge qui récompense le meilleur projet imaginant le tracteur de 2040. Les gagnants sont les Argentins Juan Garcia Mancia, Marcos Madia et Ezequiel Castro avec le projet Mod2. Tracteurs robots pouvant se combiner en fonction de la puissance requise par la tâche. Les 2e et 3e ont été récompensés également avec les projets Chronos et Farmhand. Malgré le fait que ce concours porte essentiellement sur le design, il est intéressant de noter que chez ces 3 vainqueurs, l'idée de robotique est très prononcée, ainsi que l'assemblage de plusieurs modules terrestres ou aériens. La GF10-812 a été dévoilée pour la première fois en situation au champ lors du Salon de l'Herbe. On remarque que cette faneuse est de grande largeur, plus de 10 mètres, avec des rotors de petit diamètre et des articulations entre chaque rotor pour suivre les variations du terrain. Alors on le sait aujourd'hui, ça va mal, il faut se remettre en cause, il faut éventuellement désintensifier, trouver de nouvelles solutions avec de l'herbe. Je suis en compagnie de Mélène Nugue, bonjour. Bonjour. Alors ces solutions, quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut se replacer dans des approches de système, vraiment réfléchir à son système fourrager, son système d'élevage comme une globalité. Et effectivement, sur le maïs, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est une culture qui demande beaucoup d'intrants, qui est assez chère. Et donc on peut après se tourner éventuellement sur des systèmes à base d'herbe, où là par contre il faut quand même accepter une certaine baisse de productivité. Donc en baisse de productivité on peut tabler sur un petit 10% environ, ça dépend quand même des systèmes. Après par contre on va avoir des évolutions sur le coût alimentaire qui vont être également environ de l'ordre de 10%. Dans un système bien géré, on est d'accord. Et au-delà du coût alimentaire, on va avoir, avec la baisse de productivité, aussi des impacts sur, par exemple, les frais vétérinaires, sur les frais sanitaires. Il faut aussi réfléchir à les places en stabulation pour éventuellement garder la même production à l'année. Mais tout ça est un ensemble et il faut le réfléchir pour avoir à la fin la meilleure rentabilité possible et une durabilité du système. Merci beaucoup. De rien. Jean-Marie Christ, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable produit chez Kuhn, alors c'est vrai que vous fêtez ici un anniversaire puisque c'est les 50 ans de la gamme GMD. Tout à fait, ça fait 50 ans effectivement que les premières faucheuses à disques, avec disque ovale d'ailleurs, sont apparues sur le marché et ça a beaucoup bouleversé notamment la récolte du fourrage en Europe et ensuite à travers le monde. Est-ce que vous pouvez citer quelques innovations clés? Eh bien, on va citer d'abord les disques ovales, bien sûr, et ensuite l'avènement de la faucheuse conditionneuse à doigts et peigne. Plus tard, les faucheuses conditionneuses traînées avec un système de transport en long.
le porte-disque OptiDisc dans un passé plus récent et bien sûr aussi le système Lift Control. Et puis en 2017, vous en profitez pour lancer une nouvelle version. Tout à fait, nous avons fait évoluer notamment nos faucheuses portées Lift Control. La gamme 1010 évolue vers le 1011 avec donc 5 différents modèles. On va commencer par l'attelage au tracteur qui a été optimisé pour pouvoir faire un meilleur déport gauche-droite de la machine et optimisé avec une faucheuse frontale quand elle est associée. Ensuite, une amélioration de la suspension en jouant sur l'équilibre parfait gauche-droite de l'unité de fauche. Et ensuite, sur le porte-disque lui-même, avec quelques améliorations importantes, telles que les amortisseurs, d'une part, qui apportent un gain en termes de tenue dans le temps, et ensuite des améliorations sur la qualité de fauche par notamment quelques petites évolutions au niveau des disques et des couteaux. Alors vous le savez, le thème de l'émission, c'est peut-on se faire du blé avec de l'herbe? Peut-on dégager un revenu supplémentaire pour l'éleveur grâce à une meilleure optimisation de la fauche? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors l'herbe est la matière première, je dirais, de toute ration animale principale. Une impureté qui passe de 4% à 2%, c'est augmenter la capacité d'ingestion, mais c'est également la possibilité de réduire le coût des aliments achetés. Et là, des études menées par des gens compétents annoncent des chiffres jusqu'à 80-90 € par hectare par an, ce qui n'est pas négligeable. Alors, si on s'intéresse également à la culture de la lusienne, qui est quand même une culture en développement et qui présente de nombreux intérêts sur le plan économique, sur le plan également pour les cultures à suivre, il faut quand même voir que, en fonction des études qui ont été menées, et la plus récente avec Arvalis en France, les taux de perte lors d'un process complet de récolte vont de 400 à 800 000 kilos hectares de matière sèche. Ça représente quand même 25% de la matière première sur pied. S'il faut compenser par des concentrés, ceci représente quand même des valeurs entre 100 à 160 € par hectare et par coupe, ce qui n'est pas négligeable du tout. Jean-Marie Christ, merci beaucoup. Merci. Vous allez voir, il y a des fourrages qui coûtent très très cher. Damien Cauzan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de Supertino France. C'est vrai que vous vendez vos presses notamment dans des plaines qui produisent du fourrage qui coûte cher. Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, le fourrage des plaines de Crau, ça coûte combien? Alors un fourrage de plaine de Crau, c'est un gros succès pour la qualité qu'il procure au niveau des animaux. Ça vaut entre 150 et 200 € tonne, suivant le conditionnement départ Arles. Ah oui, quand même. Et puis cette année, on a des luzernes de bonne qualité. Là aussi, on peut avoir des prix qui vont monter? Oui, on a des prix qui vont monter. Rien qu'avec le climat qu'on a depuis 3-4 semaines, ça fait monter le prix des fourrages. Les gens se font du souci un petit peu pour leur stock. Donc, notamment dans la luzerne, on va être dans la même fourchette de prix avec un taux de protéines qui va faire que ça sera plus ou moins cher. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci pour votre boost. Thierry Jouvente, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Simtech. Simtech, c'est une société qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a été fondée donc par un Britannique qui ramenait des semoirs de Nouvelle-Zélande pour faire du sursemis de prairies. Et aujourd'hui, vous avez une offre qui est beaucoup plus polyvalente. Mais ma première question est très directe. Est-ce qu'avec le recul que vous avez, on peut aujourd'hui gagner de l'argent avec de l'herbe?
Alors oui, tout à fait, de notre point de vue, c'est même quelque chose qui est sûr. Les Néo-Zélandais l'ont prouvé avant nous, hein. C'est pas pour rien qu'ils envahissent les congélateurs de nos supermarchés avec de la viande bon marché. C'est des gens qui ont tout de suite trouvé des solutions alternatives dans les années 70-80, sans subvention, pour produire à pas cher. Et ces gens-là, ils ont été vraiment à l'efficacité économique et agronomique, donc par le semi-direct beaucoup, avec une intensification à la production d'herbes. On est parti effectivement d'une clientèle plutôt d'élevage et aujourd'hui on travaille beaucoup en grande culture. Les outils ont évolué, on est parti sur des outils avec beaucoup plus de dégagement, beaucoup plus de capacité de pénétration, de capacité de trémie pour s'adapter à une clientèle grande culture. Parallèlement à ça, ce qui n'a pas bougé, c'est le principe de semis qui reste basique avec une conception mécanique simple, fiable. Et ça nous permet de produire des semoirs efficaces avec une forte capacité de pénétration, notamment c'est ce qui est recherché pour les semis d'été ou des semis dans les conditions difficiles. Et ça c'est permis par l'enterrage à dents, voilà, qui demande beaucoup moins de pression verticale pour arriver à pénétrer. Et on reste sur des outils, comme je disais, simples, moins lourds, donc forcément moins chers. Merci beaucoup. Merci. À présent, on va s'intéresser au matériel pour le désherbage de la betterave. Le 17 et 18 mai se tenait la 5e édition du Désherbe Avenir à Crisnois en Seine-et-Marne. L'Institut technique de la betterave, l'ITB, est à l'origine de cet événement qui a pour but de mettre en avant des stratégies de désherbage alternatives aux tout chimiques. Au programme, des conférences sur le sujet, des expérimentations comparatives entre les différentes techniques de désherbage ainsi que des démonstrations au champ de différents outils. Le désherbage mécanique, qui fait appel à des outils tels que les bineuses, rotoétries ou herses, évolue en disposant de nouvelles technologies telles que le guidage par caméra ou par GPS. La pulvérisation localisée permet, en abaissant la hauteur de la rampe, une plus grande précision dans l'application d'herbicides et donc moins de gaspillage. En réduisant la zone d'aspersion, cela permet aux produits chimiques de n'être utilisés que sur les adventices et donc de moins contaminer le sol. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici dans les Vosges, dans le cadre du Salon de l'Herbe, vous a plu. Alors c'est vrai que les conditions climatiques étaient exceptionnelles et c'est là qu'on apprécie aussi les tracteurs en version Arceau. Et justement, je vous annonce que le M5001 de Kubota est désormais disponible aussi en version Arceau. Alors si vous voulez plus d'informations sur le machinisme, il faut lire notre média partenaire, Machinisme Actualité. Et puis quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.